Et au-delà des droits, il me semble on peut contacter les devoirs que nous avons en tant que femmes à nous reconnaître. Et nous reconnaître, c'est nous reconnecter avec toutes les parts qui, dans l'histoire de l'humanité, ont maltraité le féminin. À l'époque dans laquelle on vit, hommes comme femmes, nous sommes comme pris dans une espèce de guerre entre le masculin et le féminin. Et c'est une guerre dans laquelle nous sommes tous, hommes comme femmes, en souffrance, dans des expressions différentes. Mais il me semble que c'est vraiment important de se rassembler, de se reconnecter avec aussi nos devoirs en tant que femmes, de retrouver toutes ces parts. Pour ma part, donc, cette conférence, elle est née d'un parcours de vie où j'ai été amenée à réellement incarner l'archétype de la victime, puisque dans mon chemin de vie, j'ai été victime de faits de violence dans mon corps et tous les corps, mais aussi dans le corps physique. Et c'est vraiment au moment où j'ai pris conscience que si je voulais vivre autre chose que cette douleur, au moment où j'ai pris conscience que ce statut de victime m'enfermait et que j'aspirais réellement profondément à autre chose, c'est ce moment-là de prise de conscience qui m'a fait aller chercher ailleurs, au fond de moi, une intime conviction qu'il existait autre chose, que c'était un non-sens que l'existence soit réduite à la souffrance. Et c'est par l'observation de la nature, à voir comment la nature s'adapte dans les contraintes que nous, en tant qu'humains, on peut lui donner, comment elle continue à se déployer, quelles que soient les contraintes. En observant cette nature, je suis vraiment rentrée de plus en plus loin dans ma nature personnelle, féminine. Et c'est cette prise de conscience qui m'a amenée à observer et à rentrer en interaction avec ma propre nature féminine. Prendre conscience que je pouvais à un moment choisir d'apprendre de ces expériences. C'est là où j'ai pris ce chemin de reconstruction avec chaque fois plus de conscience. Alors, c'est intéressant parce que un archétype, ce que j'ai su après, c'est qu'un archétype, selon Carl Gustav Jung, c'est une forme instinctive de représentation mentale au sujet d'un thème universel structurant la psyché et commun à toutes les cultures sous des formes symboliques diverses.
Donc c'est une forme donnée à un potentiel d'énergie psychique dans un processus transpersonnel qui est lié à l'inconscient collectif. Alors c'est un peu lourd à gérer, mais en gros c'est un outil de structuration de la psyché individuelle et collective, puisque en fait chaque individu est en résonance avec le collectif. Chaque individu dans son histoire de vie est porteur d'une part de l'inconscient collectif. C'est donc un outil non négligeable pour peu qu'on se sente prêt à en reconnaître la présence et l'écriture dans sa propre vie. Le moment où j'ai pris conscience de cette posture de victime dans laquelle j'étais m'a permis aussi peu à peu de contacter le pouvoir personnel. Notre société est fondée sur des... Notre société ne nous amène pas à prendre conscience de notre pouvoir personnel. Elle a tendance à situer le pouvoir ailleurs. Et donc, cette prise de conscience de notre propre pouvoir personnel, je l'ai contactée en prenant conscience de la part de responsabilité que je pouvais avoir de choisir de me reconstruire. Le pouvoir personnel naît de la prise en charge de sa propre responsabilité. La responsabilité étant la capacité à répondre à une situation dans l'aptitude à en reconnaître sa propre part. En clair, c'est la partie sur laquelle on peut agir. Et c'est là où, dans notre société, elle est fondée plutôt sur un asservissement, un consentement passif et une ignorance volontaire. Toute la difficulté est de prendre ce chemin pour reconnaître ses parts de responsabilité. Jung disait « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». C'est l'écriture qui s'est opérée sur mon chemin de vie. L'archétype est ce qui forme l'expérience humaine par la structure même du cerveau et qui conditionne les schémas de pensée, élabore les synchronicités permettant de le réaliser. Alors pour moi, l'archétype de la victime personnifie le manque, la dépendance, personnifie la peur, tout en pouvant être totalement inconsciente des peurs qui s'expriment en elle. Pour ma part, l'écriture dans mon chemin de vie a fait que les violences vécues ont eu lieu en tant qu'adulte dans le milieu familial. Donc en étant consciente, j'ai été à ce moment-là consciente mais impuissante face aux violences vécues. Ça a été déjà un premier chemin de réparation où j'ai été confrontée à la justice, à la difficulté à faire reconnaître les droits et en même temps à constater à quel point la justice pénale et la justice familiale ne fonctionnent pas ensemble. Donc ce premier chemin s'est élaboré avec
une énergie colossale que ça demande, hein, de demander réparation et d'aller jusqu'au bout de ces réparations. Et puis, à un moment, dans un processus de soins, j'ai eu contact avec une autre violence vécue, là pendant l'enfance, où j'étais inconsciente. En tout cas, je n'étais plus consciente au moment où je me perds, je mouline. On est avec toi. Oui, je vois, vous êtes super attentive. Je me perds, je me perds. Ce que j'essaye d'exprimer, c'est que, donc en reprenant les propos de Jung, mon chemin de vie a vraiment écrit que ce qui se déroule sous forme de destin a une écriture dans l'inconscient. Et que pour ma part, dans mon propre chemin de vie, les violences vécues à l'âge adulte, dans le cadre familial que j'avais construit, ont été comme révélateurs dans ce chemin de restauration que j'ai mené. Et au moment où j'étais suffisamment déjà reconstruite par rapport à ce chemin-là, m'a amenée à être en contact avec une violence encore plus profonde, puisque dans mon inconscient, étant dans la toute petite enfance, et qui a donc comme préparé le terrain aux violences qui sont advenues par la suite. Ça m'a amené à voir que la posture que j'avais dans mes relations avait engendré la suite. Et donc, comme on évoquait, la posture de la victime n'est pas forcément consciente des manques, de la coupure qu'elle vit en son être. Et au-delà du vécu personnel, elle est porteuse d'un lien avec l'identité collective. Et c'est là où on est toutes et tous potentiellement acteurs du changement. Parce que, comme j'avais commencé à l'évoquer, au-delà des droits, le devoir de reconnaître l'objectisation du corps des femmes qui est tacite dans notre société est, à mes yeux, l'endroit où on peut tous et toutes travailler dans notre quotidien. Combien de femmes n'ont pas, à un moment donné dans leur relation intime, ne se sont pas niées dans le cadre du couple parce que elles se sentent obligées de répondre, par exemple, à des besoins sexuels. C'est quelque chose qu'on traverse plus ou moins toutes. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que femmes, on porte encore cette légitimité à recevoir tout, sans avoir nous-mêmes pris conscience que nous sommes également responsables de
de faire perdurer, en fait, cette non-reconnaissance de de notre propre respect. Dans les violences vécues petites, c'est dans mon corps, c'est imprimer une coupure avec le ressenti personnel, une coupure avec l'intime, avec le corps, et cette coupure ensuite a engendré la posture inadéquate que j'ai prise dans mes relations à l'intime et au masculin. Et il a fallu tout ce temps pour que, après, dans l'écriture de ma vie et donc dans cette violence vécue, revenir aux origines pour voir cette coupure. C'est là où on est en responsabilité d'entendre les moments où on se coupe de notre intériorité. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais les relations à l'intime où parfois on se coupe nous-mêmes. La dissociation, et ça rejoint ce que dit Jung, parce que tant qu'on est dissocié, on laisse les parts avec lesquelles on n'est plus en contact, on laisse ces parts prendre le pouvoir de création dans notre vie, en fait, dans l'inconscience de ce qu'elles expriment. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment dans l'archétype de la déesse, c'était de prendre ce chemin de reconstruction pour aller rechercher ses parts. Parce que pour moi, la déesse représente la personnification de l'intégrité. L'intégrité à l'image du vivant. Et donc, elle représente le plein pouvoir personnel. Le plein pouvoir personnel n'est pas de projeter et de prendre le pouvoir sur autrui. Le plein pouvoir personnel, c'est celui d'être en contact avec toutes ses parts et d'apprendre à les gérer, d'apprendre à être toujours de plus en plus juste avec soi, avec l'autre et avec l'autour. Les trois en même temps. Pour moi, la déesse, elle incarne ça, dans toutes ses facettes, parfois tempête et parfois douceur, mais toujours avec cette recherche d'être en corrélation avec les parts, en respectant les parts de l'autre et en respectant les parts de soi. Alors la victime vit cette coupure profonde, et donc étant dans cette coupure profonde, elle vit la dépendance puisqu'elle projette sur autrui, elle projette ses attentes, ses besoins de sécurité, ses besoins de contrôle. Elle a besoin de contrôler tout son extérieur parce que c'est la seule façon de la sécuriser, parce que son pouvoir personnel, elle le déplace à l'extérieur. Et c'est en recontactant toutes ces parts par la reconnaissance de ce qui s'exprime en elle par les émotions. Les émotions nous permettent, ça c'est un long chemin de recontacter l'émotion, d'apprendre à ressentir quand l'émotion est là et l'honorer en la laissant jaillir. Bien évidemment, cette coupure engendre une non-écoute du corps. Et donc c'est tout ce chemin de retourner à cette écoute
chaque jour un peu plus, à chaque instant, d'être plus dans le ressenti. De la victime, c'est que donc c'est vraiment la dissociation avec le vivant en nous et le fait qu'elle demande à voir pour croire. Mais en fait, du coup, c'est Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre une problématique avec le concept mental qui l'a créé. On est obligé de passer, d'ouvrir quelque part son schéma de pensée à une possibilité qu'on n'avait pas encore envisagée. Et justement, c'est en s'ouvrant à une possibilité qui n'avait pas encore été envisagée qu'on peut aller trouver de nouvelles ressources. Donc on a la victime avec cette posture de manque et la déesse avec cette posture d'intégrité et le grand fossé entre les deux. Du coup, le chemin vers les deux, c'est vraiment la grande question, c'est choisir ou subir. C'est ça qui va faire qu'on va prendre ce chemin-là. Pour moi, je l'ai vécu comme ça, une invitation à prendre conscience de l'enfermement dans la dualité. Tant que je me sentais vraiment victime de mon existence, j'étais dans un espèce de schéma de souffrance à contacter l'impuissance d'un choix qui me semblait être une torture entre, par exemple, noir ou blanc, entre le bien et le mal, le grand méchant et la grande gentille. Et je ne voyais pas que en moi, il y avait cette part que je pouvais contacter. Et donc c'est le moment où je suis allée là-dedans, dans cette détresse totale, de me dire mais non, c'est pas ça l'existence. Ça peut pas être que ça en fait. Que là, j'ai ouvert suffisamment mon esprit à me dire mais il faut que j'en apprenne quoi. Il faut que j'en apprenne. Et donc là, commencer à voir les choses et à prendre et à chercher mes parts de pouvoir personnel. Donc pour sortir du monde duel et de son enfermement, c'est la première phase, c'est ce qu'on vit l'un ou l'autre comme vérité. Le bien, le mal. C'est le bien ou le mal, mais tu ne peux pas être les deux. C'est la phase de la souffrance de la séparation. Elle impose une seule part comme vérité, et une vérité à laquelle on s'est identifié. Moi, je m'étais identifiée à la gentille, entre guillemets, à la victime, à celle qui subit et qui ne comprend pas, en fait, ce qu'elle subit. Elle totalement démunie. Et donc, c'est en prenant vraiment ce pouvoir de choisir, d'en apprendre, en ouvrant intérieurement qu'il existait forcément autre chose, que j'ai commencé à me rendre compte que ça pouvait être l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'au-delà des faits vécus, il m'appartenait profondément de choisir d'apprendre de cette situation et de sortir de ça. C'est un long chemin, donc les faits de violence familiale ont eu lieu il y a 11 ans maintenant. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est tout un long chemin qui m'a amené à contacter par les nombreuses médiations, rencontres, par toutes les procédures judiciaires et
éducative, que lui-même vivait les choses de la même façon que moi. Peu importe le pourquoi du comment de là où il en est dans son processus psychique. Ça le concerne. Mais moi, ce qui me concernait, c'était d'être fidèle à cette envie d'en apprendre. Donc, à un moment, j'ai contacté ce que pouvait être le pardon. Le pardon, non pas le pardon, justement, j'ai contacté, à mes yeux, c'était autre chose que le pardon proposé par la chrétienté, en tout cas tel qu'il était évoqué. Le pardon, je le vis comme redonner sa part. Le pardon, redonne ta part, enfin, reprends ta part et redonne celle à l'autre. Redonner les parts à chacun. Et là, pour moi, ça prend toute une autre dimension. Redonner les parts à chacun. Je prends ma part, je suis responsable de voir aujourd'hui qu'est-ce que je fais de ça. Est-ce que je choisis d'apprendre de ces expériences? Est-ce que je choisis de m'en libérer pour moi-même, pour mon enfant, pour aussi faire ma part de colibri dans ma petite individualité et de libérer par mon être, libérer mes descendants, mes ascendants et aussi remettre un peu d'espace dans cet inconscient collectif. Ça veut dire aussi laisser sa part à l'autre. Ne pas non plus chercher à le sauver. Ne plus continuer à m'en blesser. Et honorer ce pardon à moi-même aussi. D'accepter d'avoir vécu ces choses. Ça, c'est vraiment un long chemin d'accepter d'avoir vécu cette situation. Tant qu'on est dans un conflit avec nous-mêmes, on ne peut pas accéder à cette étape qui amène vraiment à la reconstruction personnelle. Tant qu'on est en combat contre nous-mêmes, dans le rejet d'avoir vécu cela, on ne peut pas intégrer, on ne peut pas être dans l'autre phase qui est l'un et l'autre comme vérité. C'est-à-dire, on a vécu ça ensemble, chacun dans son écriture différente, chacun a une vérité qui lui appartient et les deux sont. C'est la phase de l'acceptation des deux parties comme étant les deux faces d'une même pièce. La pièce, c'est cet acte de violence qui s'est produit là. Et donc moi, j'ai été celle qui a reçu. Lui, il a été celle qui a donné. Voir la pièce et les deux faces, accepter les deux faces avec le recul. Ce recul ne... Non, j'en parlerai après. L'observation des deux positionnements amenant peu à peu à la désidentification. Chaque situation, au fur et à mesure, j'ai cherché à voir les deux faces. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment un cheminement intérieur. C'est-à-dire, c'est une façon d'observer les moments, les situations qui semblent être confrontantes, qui sont confrontantes, et à chaque fois se faire comme un réajustement pour voir les deux faces de la pièce. Par exemple, il y a
il y a un exemple que je trouve très parlant qui image très bien que les deux vérités différentes et pourtant légitimes. Imaginez deux personnes face à face. Au sol, entre elles, le chiffre 6 est posé. L'un va le voir comme un 6, l'autre en face va le voir comme un 9. Et donc là, on est sans équivoque aucune en pleine conscience que selon l'angle sur lequel on voit les choses, on va le vivre différemment et de manière légitime. Donc cette posture de voir l'un et l'autre comme vérité et de rentrer dans cette acceptation de plus en plus profonde jusqu'à se désidentifier, j'ai observé dans mon chemin de vie que ça, ce n'est possible que vraiment dans un protocole de réappropriation de toutes ces parts. Et ces parts, elles s'expriment en 3 parties, à chaque fois. C'est-à-dire que la prise de conscience est la première partie. C'est ce qui permet le retour de la part en question, qui passe de l'inconscience à la conscience. Donc elle revient à la conscience. Mais une fois qu'elle est arrivée à la conscience, au début, je pensais que ça y est, c'était « Ah ouais, ça y est, j'ai conscience du truc, super !» Mais c'était pas complet. C'était pas complet du tout. Entre la conscience et l'intégration se déroule tout un laps de temps qui est la vidange émotionnelle. Pour chaque chose, chaque part qui n'est pas en contact, qui n'est pas libre, qui est encore bloquée par des émotions, va être ramenée à la conscience et va, à partir du moment où c'est revenu à la conscience, en fait, ça va descendre dans le corps. Et ça va prendre un laps de temps plus ou moins long. Et c'est seulement quand la part en question, quand les émotions concernant cette part en question ont suffisamment été entendues, retraversées, parce qu'on ne peut pas faire autrement que retraverser les émotions. C'est impossible. C'est impossible de faire autrement. Donc ça implique aussi d'accepter de ressentir les émotions à nouveau. Donc c'est tout ce travail de réécoute, d'écoute de soi, d'apprendre à pleurer, d'apprendre à laisser jaillir les émotions. Après, j'ai observé aussi qu'il n'est pas nécessaire de savoir à quoi elles correspondent, ces émotions. Et ça, c'est très confortable. Parce qu'il y a eu toute une phase où j'avais l'impression qu'il fallait que je sache ce qui se passait. En fait, au fur et à mesure de ce chemin, je me suis aperçue que non. Non seulement ce n'est pas indispensable, mais en plus, cela permet d'aller plus dans le lâcher-prise sans renourrir le mental. Et donc sans se refiger. Exactement. Donc c'est vraiment un apprentissage, en fait, de mort à ce qui a été dans l'inconscient, qui est venu à la conscience, qui remet du mouvement dans le corps, donc que l'on retraverse, accepter de le retraverser, accepter la présence en soi, accepter de le retraverser. Et après vient la phase d'intégration. Et la phase d'intégration, on la sent
Parce qu'en fait, dans des situations où on va être rappelé à ces choses-là, il n'y aura plus d'émotion. Donc cette phase d'intégration, on la sent vraiment quand elle est là. Et c'est là où on peut passer donc à la voie, au regard triangulaire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on n'est plus identifié à l'une ou l'autre face de la dualité, du conflit, de la confrontation. On est passé à l'un et l'autre. Et donc après, dans cette phase d'acceptation, de redonner sa part à chacun, de honorer ses émotions, de les retraverser avec plus de souffle, eh bien, on accède à cette voie du milieu. Donc, on a les deux parts, on sait qu'elles sont unies par un « et », que c'est plus l'une ou l'autre, et donc on accède à cette partie observatrice, qui permet vraiment un certain recul par rapport à la situation, mais qui va aussi engendrer d'autres émotions. À chaque fois, c'est des couches. On y va, c'est sans fin. Quand on a bien expérimenté cette posture triangulaire, on peut accéder à un regard circulaire. Et le regard circulaire, il est quand on se ressent être le petit point au centre du cercle. C'est-à-dire qu'on a suffisamment intégré l'acceptation des faits, le processus de libération émotionnelle. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, ça veut juste dire qu'on commence à acquérir une certaine maîtrise du processus. Voilà, c'est tout. Ça veut juste ça, c'est qu'on est bien dedans. Et comme on est bien dedans, on a vraiment conscience qu'on a intégré, c'est plus que de la conscience en effet, on a intégré l'acceptation des faits. Et donc on peut être ce petit point au centre du cercle. Le cercle, c'est le tout, l'infini, c'est-à-dire que c'est l'acceptation de toutes les situations qui ont traversé notre existence. Et cette acceptation ne veut pas dire qu'on va prendre une posture passive. Bien au contraire, ça veut dire que là, on est à même de recevoir, de prendre le recul et de réajuster son positionnement, c'est-à-dire d'entendre en nous la part qui a besoin de se réajuster, d'entendre que chez l'autre, il y a une part là qui est pas juste et qui est pas adéquate, mais ok, je lui laisse, c'est la sienne. Par contre, moi, ma part à moi, c'est de pas m'en blesser. C'est le moment où on est dans cette circulation en 8 et cette posture où on accepte d'avoir vécu ces événements et on accepte de prendre en charge avec plus d'expérimentation, d'être dans cette intégration du processus, sans plus d'attente, mais juste dans le flux, en fait, dans le flux, c'est ça, dans la navigation du flux. Et c'est vraiment la qualité de son engagement vis-à-vis de soi-même qui engendrera le changement. En posant des nouveaux actes, Et pour moi, c'est vraiment ce chemin de vie
au final, aujourd'hui, j'en suis à un moment où je l'accepte tellement que j'en voudrais pas d'autre en fait. C'est assez bouleversant, hein, c'est très récent, hein, là c'est de ces derniers mois. Je me suis posé la question parce que plein de fois, bien sûr, j'ai voulu ne pas l'avoir vécu. Aujourd'hui, quand je vois le cadeau que c'est, le cadeau d'avoir suivi ce chemin, d'aller chercher ailleurs, d'aller m'ouvrir chaque fois encore plus, m'ouvrir. Ce cadeau que c'est de rencontrer cette danse entre le macro et le microcosme, d'être juste ce petit point qui vibre avec le tout et de se sentir en mouvement. Et voilà, j'en voudrais pas d'autre. Et soit le changement que tu souhaites pour le monde. Eh bien, ce parcours très confrontant, je crois aujourd'hui qu'on le vit quand on est appelé à incarner un chemin de transformation. Alors, il m'a appris à utiliser le conscient pour changer l'inconscient. Parce que c'est ça, hein, la posture de la victime, c'est une posture inconsciente d'une coupure totale avec entre sa matière physique et ce qu'elle porte en elle d'invisible. Et ce chemin m'a totalement transformée et m'a contrainte, du coup, d'aller chercher les ressources dans l'invisible. Parce que j'étais tellement coupée de moi-même que je n'avais pas accès, en fait. Donc c'est en allant chercher à l'extérieur, ressentir par l'intermédiaire de la nature, ce que je vous disais tout à l'heure, l'observation, mais pas que, ressentir. En fait, quand j'ai commencé à apprendre à ressentir ce qui se passait dans mon corps, ça a commencé d'abord par ressentir les énergies de la nature. Et c'est comme si, petit à petit, j'avais réintégré le monde en moi. C'est vraiment ça. C'est de vivre cette coupure profonde dans mon être. Ça s'est pas fait. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est pas quelque chose que j'ai choisi de vivre, en fait. C'est-à-dire pas un choix conscient. C'est-à-dire que le choix conscient que j'ai posé, c'est il faut que j'en apprenne. Et après, la force d'investissement et d'engagement dans cette transformation a fait que les informations sont venues à moi. Donc, cet apprentissage d'observer ses pensées, ses paroles et ses actes, d'apprendre à ne plus s'identifier à nos rôles, à nos fonctions, à nos prises de bec, à nos façons d'investir le réel, dans nos relations aussi. Apprendre à vraiment être observateur de ces réactions nous permet de ressentir quand les moments où on n'est pas adéquat avec nous-mêmes, où on n'est pas adéquat avec l'autre, où on porte du jugement. C'est tous ces moments-là où on se coupe. Il y a un livre qui m'a énormément soutenu dans cet apprentissage-là, que je trouve très simple d'accès et très efficace, c'est les 4 accords Toltec, où on a vraiment 4 accords qui sont hyper puissants, d'une simplicité comme l'écriture du divin, de toute façon c'est toujours simple, qui nous permettent, à partir du moment où on se garde comme un peu un petit gardien de la paix, ces 4 accords,
et qu'on prend la posture d'observation pour voir à quel moment dans nos vies, dans nos relations, aux autres ou à nous-mêmes, on n'est pas en accord avec ces principes. Sans se faire du mal, hein, sans se dire « oh là là », sans se flageller non plus, apprendre à te la flageller aussi. Mais juste, du coup, réajuster. Ça, c'est un bon élément. L'écoute de son corps, apprendre à ressentir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, c'est en prenant contact avec l'extérieur et la nature que j'ai rééveillé mon ressenti à moi. Toujours cette résonance, en fait. Le langage par les mots physiques et les émotions sont le chemin pour aller vers sa compréhension. La respiration consciente, ça m'a beaucoup aidée aussi. En étant à l'écoute de mon corps, j'ai observé les moments où j'étais en respiration courte. Tous ces moments-là indiquent une tension nerveuse. Donc, apprendre à être à l'écoute, c'est aussi apprendre à mettre en action que, au moment où je suis dans cette tension respiratoire, je m'autorise à prendre le temps de ralentir ma respiration et de reprendre le pouvoir qui est le mien, de me remettre dans un espace qui est plus profitable pour être dans la conscience de ce que je vis. À savoir que le cerveau est comme un ordinateur, il a besoin d'espace pour travailler. Donc plus on met de l'espace dans sa respiration, en fait, plus on élargit son espace de respiration, plus on est dans cette écoute. La méditation m'a énormément aidée. La méditation, apprendre à explorer ces mondes intérieurs. C'est pas, non pas comme beaucoup de gens, j'entends parfois, sont dans une attente de contrôler leurs pensées. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Pour moi, la méditation, c'est une façon de choisir une posture d'écoute intérieure. Ça implique d'accepter tous les paysages. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir beaucoup de pensées et c'est normal. C'est justement accepter de rencontrer cet espace-là et de faire la paix avec cet espace où énormément de pensées circulent. Apprendre à accepter leur présence comme si on regardait des nuages qui passent dans le ciel. Juste, voilà. Et c'est au fur et à mesure qu'on s'engage vis-à-vis de soi à explorer ces paysages intérieurs que, par moments, on a la grâce d'avoir des ciels sans nuages. Mais c'est aussi fluctuant que le temps sur notre planète Terre. C'est-à-dire que tous nos paysages intérieurs sont mouvants. Et c'est accepter cette mouvance. Et ralentir son mode de vie, son rythme aussi, permet d'être plus attentif au moment présent. De prendre du recul par rapport aux situations traversées, en permettant d'en comprendre mieux les enjeux et du coup agir, porté par des intentions plus justes et cohérentes avec ce à quoi on aspire. Tout ça, peu à peu, permet le discernement. Pour moi, de ce chemin de vie, je garde un ressenti d'être en lien direct avec la Terre. Ce que l'on vit dans notre corps de femme est à l'image, et d'ailleurs on parlait d'objectisation, hein, le corps de la Terre est autant maltraité que le corps des femmes.
on a toutes, à mes yeux, un impact fort dans l'engagement qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes, en écoutant nos cycles, en étant de plus en plus juste avec nous-mêmes, de plus en plus en respect, dans une espèce de conscience et force tranquille qui ne soit, comment dire, et de réajustement par rapport à ces inadéquations dans nos modes de vie. Je pense que cet engagement vis-à-vis de nous-mêmes interagit également avec la Terre. En conclusion, j'aimerais donner une petite note positive, parce que de ce chemin de vie, j'ai pu observer que le corps, qui au départ pour moi était complètement donc coupé, complètement dissocié, et bien au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un formidable instrument de musique. Et que il m'a offert par sa mélodie, aussi disharmonieuse soit-elle, la partition de ma propre orchestration symphonique. J'aime avoir le monde matériel dans lequel on vit, cette terre sur laquelle, ce foisonnement de formes différentes, ce foisonnement, eh bien, on est tous porteurs d'une mélodie. Après, on n'est pas tous conscients de sa disharmonie. Plus on est à l'écoute et plus on met de la douceur à changer les petites notes qui sont disharmonieuses, plus notre mélodie rayonne. À nous d'apprendre le langage de notre corps. Mais notre corps nous dit tout. Pour peu que on apprenne à l'écouter et à l'honorer. Et je nous souhaite, et en même temps, je le vois en fait, ce chemin, quand on évoquait avec Anne tout à l'heure, toutes ces informations, tout ce mouvement de révélation, tout ce qui émerge en ce moment, cet appel à se relier, à se reconnaître, à reconnaître les différentes parts. On n'a plus à s'opposer maintenant. Quand je dis on n'a plus à s'opposer, non pas que c'est pas la notion de passivité, mais je pense que c'est bien compris, c'est que c'est le positionnement. Faire avec et pas contre. Voilà, faire avec et pas contre. Et en faisant avec, on libère des charges, on libère des blocages, et on se permet à soi une plus grande plénitude, on se permet de passer à une autre étape de libération, et on permet à l'autre de contacter cet accueil, et du coup on lui permet à lui, on sème les graines de l'étape suivante pour lui, par résonance. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête. Bon. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des petites remarques, questions? Est-ce que tu pourrais revenir sur ce que tu as dit sur le gouvernement de justement, Oui, vas-y. sur l'injustice familiale, Oui. laquelle tu considères n'avoir pas été entendue? Qu'est-ce que tu aurais aimé à l'époque qu'il soit fait, qu'il soit dit?
c'est intéressant parce que quand tu me poses la question, j'entends justement les deux faces. Alors, on va faire un exercice en direct. En effet, à l'époque, j'aurais aimé être reconnue dans un besoin de sécurité, bien plus que ce qui a été fait. Donc ça, c'est la face victime. J'aurais aimé être... Oui. Besoin de protection. Oui, de protection. Protéger. Oui, oui. J'aurais eu besoin d'être protégée. Je ressentais vraiment cette violence institutionnelle qui, par non-reconnaissance, continue à te placer dans des situations extrêmement confrontantes. Et là, j'entends, tu vois, c'est un exercice en direct, j'entends, c'est la victime qui parle encore, qui cherche à l'extérieur d'elle-même ce qui va la protéger et la sécuriser. Alors en fait, ce chemin de recontacter les parts qui ont été coupées de nous-mêmes nous permet peu à peu de réintégrer cette sécurité-là. Ouh, j'en frissonne. C'est-à-dire que quand tu me poses la question, tu vois, maintenant, j'entends les deux. Et l'autre, aujourd'hui, en fait, quand tu me poses cette question, j'entends la question en mon être. Et donc, il y a en effet la victime qui aurait aimé ça, qui attendait ça et qui a souffert de ça. Et la femme d'aujourd'hui, je dis, mais finalement, c'est OK. C'est-à-dire que d'avoir encore cherché à choisir d'en apprendre de ça, aujourd'hui, ma sécurité, elle est là, ma protection, elle est là. J'habite de plus en plus de parts. Donc, je me sens de plus en plus complète. Donc, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Quelque part, c'est comme si elle t'avait reçu ça. Parce que tu n'étais pas allée à ça. Ouais. Elle t'a eu plus loin. C'est ça. C'est là où on peut prendre vraiment comment dire, être acteur de son processus d'incarnation. Et là où j'en suis aujourd'hui, je vis à quel point on est inconscient dans un monde manifesté, dans un monde de matière, de choses, et on a tous, je crois qu'on a tous, enfin pour moi c'est évident, enfin, je vois pas pourquoi je serais autrement qu'une autre en fait, c'est-à-dire qu'on a tous ce potentiel de réintégrer ce pouvoir personnel et d'incarner l'esprit dans la matière, parce qu'on est vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où tu choisis d'apprendre, tu rentres dans ton chemin d'incarnation où tu prends la responsabilité d'être là et d'en faire quelque chose, pour transformer ton monde, mais du coup ça transforme le monde aussi.